Alors. Ah. C'est bon. Alors, du coup, on est parti. Donc, effectivement, j'ai tout mis. Entre guillemets, j'ai tout mis. Alors, il faut savoir que les cours sur les os, j'avais tout mis. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment tous les détails. Enfin, j'ai tout balayé. Là, je vais à l'essentiel parce que c'est un cours qui est compliqué. Et ça ne sert à rien que je vous dise tout ce qu'il y a dans le poly parce que vous le retiendrez sûrement pas. Même pas certainement. Donc, ça ne sert à rien. Donc là, le but, c'est vraiment de décortiquer. Le but, c'est vraiment de décortiquer, de vous mettre les bases, de vous donner un peu goût à la matière et de vous faire comprendre quelques petits trucs. Mais voilà, c'est vraiment balayer la chose. Mon but, c'est pas que vous ressortiez en vous disant, ouais, je connais tout par cœur. C'est que vous sortiez en vous disant, ok, bah, je vois à peu près le cerveau, ça ressemble à ça. À peu près, ça marche comme ça. Et voilà. Et après, si vous prenez goût au truc, essayez de le bosser, ça sera un peu. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors, parce qu'en fait, ce qui est dur, c'est la visualisation. Autant les os, on peut visualiser et tout, autant le cerveau, voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, le tissu nerveux. Du coup, le tissu nerveux, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est plus de 86 milliards de neurones rien que dans le cerveau. Dans le cerveau, on a tout ça de neurones. Et c'est plus de tout ce nombre que j'ai pas lu de synapses. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est un neurone? C'est ce truc-là. Un neurone, c'est des dendrites, ici. Okay. Ce sont des espèces de prolongements. C'est le début du neurone. On a le noyau dans le corps cellulaire. On a tout ce chemin-là, c'est l'axone. Okay, c'est un grand prolongement qui va faire contact avec d'autres neurones. Donc l'axone. Arborescence terminale, en fait, c'est juste la 5, c'est l'axone qui se dénombre là. Et ça, ces petits trucs, en fait, ce sont des cellules de Schwann, okay, qui font des gaines de myéline. En gros, tous les neurones sont protégés par une gaine de myéline, c'est une gaine de résistance. C'est-à-dire que l'influx nerveux, c'est un truc électrique. Quand vous avez une information nerveuse qui arrive, vous avez un potentiel électrique. Donc ça, c'est un peu plus physique, mais un potentiel électrique, en fait, qui dépolarise la membrane. Et du coup, l'influx, il prolonge comme ça. Et en fait, ces nœuds, c'est résistant à cet influx. C'est-à-dire que l'influx ne passe pas sur ces nœuds de myéline, il passe sur ces gaines de myéline. Du coup, il va passer entre comme ça. Okay, là où il n'y a pas de gaine de myéline. Et bien ces nœuds-là, c'est ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Voilà. Et ça fait que ça va plus vite. En gros, le signal, au lieu de faire comme ça, il est accéléré, il fait hop, 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 hop. Okay. Donc, la plupart des neurones qui font passer le message, ils sont myélinisés, ça s'appelle. Et ces neurones-là font passer le message plus vite. Quand vous avez une démyélinisation, du coup, vous avez un message nerveux qui est moins rapide. Il y a un problème aux gaines de myéline. Voilà, soit il n'y en a pas, soit elles sont mauvaises. Donc, ce qui fait la gaine de myéline, dans le système nerveux périphérique qu'on verra, c'est les cellules de Schwann. Et dans le système nerveux central, ce sont d'autres cellules qu'on appelle les oligodendrocytes. Ils font la même chose, sauf que voilà, dans le périphérique, ce qui sera tout là, les nerfs dans le corps, en fait, c'est Schwann. Et dans le cerveau central épinière, c'est oligodendrocyte qui fait les gaines de myéline. Et donc, un neurone, il fait contact avec un deuxième au niveau de ce qu'on appelle la synapse. Vous avez la fin de l'axone. Et là, le second dendrite. Et une synapse, c'est quoi? C'est deux neurones qui vont s'envoyer dans la fente synaptique des neurotransmetteurs pour faire passer le signal. Okay, vous avez des récepteurs qui s'ouvrent quand le potentiel d'action, hop, il arrive. Il donne un signal qui ouvre les vésicules où il y a les neurotransmetteurs. Ils sont libérés. Ils vont s'accrocher à des récepteurs sur le deuxième neurone. Et ainsi de suite. Là, ça va refaire une décharge électrique. Il va réouvrir des trucs. Et hop, le signal se propage. Et comme ça, de proche en proche. Okay. Plusieurs types de neurones. Ce n'est pas très important, mais voilà, il y a plusieurs neurones. On a les neurones bipolaires avec un truc au milieu comme ça, enfin un corps cellulaire au milieu. Les cellules de Purkinje qu'on retrouve dans le cœur, au bout du cœur. Les neurones entiers qui nous intéressera, donc là il est coupé, mais en gros c'est un neurone. Et comme ça, et le corps cellulaire se détache un petit peu bizarrement là, c'est un espèce de T comme ça. Le motoneurone avec un seul noyau au bout. Et ça, voilà, neurone pyramidal avec plein de harmonisation. Il y en a d'autres. Hein. Donc voilà, je disais, du coup, la conduction de l'influx nerveux est dite saltatoire. Saltatoire parce que du coup, elle saute entre les nœuds de Ranvier. OK? Grâce au nœud de Ranvier. Ça, du coup, c'est dans le système nerveux central. C'est l'oligodendrocyte, il est ici, qui fait des prolongements de myéline de partout, sur plusieurs nerfs. OK? Alors que dans le système nerveux périphérique, c'est vraiment des cellules de Schwann qui sont directement sur l'axone. L'oligodendrocyte, il donne des myélines comme ça. La Schwann, elle est vraiment dessus l'axone. Et voilà, donc là, ça fait comme ça, avec des changements de polarité, mais ça, c'est pas important.
Ça, c'était la base. Maintenant, on parle du système nerveux cérébro-spinal dans son ensemble. Alors, donc on n'ira sûrement pas jusqu'au bout, mais si on y arrive, tant mieux. Donc, en premier, on va voir le système nerveux central, qu'on appelle SNC. Ensuite, le système nerveux périphérique, SNP. Donc, le système nerveux central, c'est ce qui est en violet. Le système nerveux périphérique, c'est ce qui est en jaune. On verra les grandes voies de conduction qui font la sensibilité et la motricité. Donc, qu'est-ce qui vous fait bouger et qu'est-ce qui vous fait ressentir des choses. Et en dernier, on dira vite fait un truc sur le système nerveux autonome végétatif qui s'occupe de tout ce que vous n'avez pas conscience, en fait. C'est-à-dire respirer, votre cœur qui bat, ce n'est pas vous qui le faites, c'est votre propre système nerveux autonome. Alors, système nerveux central, on l'appelle aussi névrax. Qu'est-ce que c'est ces deux entités? Ça regroupe l'encéphale et la moelle spinale ou épinière. C'est la même chose, ok? L'encéphale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est deux choses. C'est votre cerveau, plus ce qui est en dessous, le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est ça. Et dans le tronc cérébral, on compte un petit peu, même si ce n'est pas vraiment parti, on compte ça, c'est le cervelet. On va tout détailler. Hein. Le tronc cérébral, vous avez mésencéphale, fond, protubérance, et la moelle allongée, qui fait suite à la moelle spinale épinière. Donc attention au terme, c'est la moelle allongée. Donc encéphale, c'est cerveau et tronc, et moelle spinale. Tout ça, c'est le système nerveux central. Donc on commence par décrire le cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est le cerveau? Du coup, c'est juste ça. Et là, vous voyez, on retrouve le pont avec le cerveau. Donc le cerveau, c'est quoi? C'est une masse ovoïde de 1300 grammes. Ça, c'est un petit détail, on s'en fiche un peu. Il y a deux parties dans le cerveau. Une partie qui est dite supérieure, mais dans le texte, c'est écrit supérieure, mais en vrai, c'est un petit peu, ça dépasse par en dessous et tout, mais bon, bref. La partie supérieure, c'est le télencéphale. En gros, c'est ce qu'on voit quand vous voyez un cerveau, les lobes et tout, c'est ça le télencéphale. Donc, c'est deux hémisphères qui sont symétriques, votre cerveau est plus ou moins symétrique, si on coupe en deux. Et vous avez une partie inférieure, en fait, c'est le centre. Vraiment, ce qui est ici, c'est beaucoup plus petit, et c'est le diencéphale. Et lui, du coup, il n'est pas symétrique, c'est vraiment la partie médiane qui est impaire. Vous avez deux hémisphères, et au milieu, tout seul, le diencéphale. Donc, télencéphale, diencéphale, ça, on verra après. Donc, télencéphale, qu'est-ce que c'est? On va regarder d'abord la structure externe du télencéphale. Donc, normalement, peut-être que vous connaissez un petit peu quelques trucs sur ça. Donc, hop, ici, votre cerveau, là, c'est l'avant. Oui, là c'est l'avant, et là, c'est l'arrière de votre cerveau. Votre cerveau est divisé en 4 lobes. 4 lobes importants plus un peu secondaire. Donc, vous avez ici le lobe frontal. Okay, ici, en violet, le lobe pariétal. Tout derrière le lobe occipital, on en avait parlé dans le cours optique. C'est là où les informations de la vision arrivent. Et en jaune, le lobe temporal. Vous avez un petit lobe qui est un peu caché. En fait, votre cerveau rebique vers l'intérieur. Il faut un peu le dégager et on peut voir le lobe insulaire, ça s'appelle, on verra après. Le lobe insulaire, il marche beaucoup pour tout ce qui est, ça s'appelle l'hédonisme. C'est la fonction de si on aime quelque chose ou si on n'aime pas. Voilà. C'est lui qui traite un peu ces informations-là. Donc, dans ce cours, je vais vous dire un petit peu des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on appelle hors concours, c'est ce qui n'est pas dans le poly, mais qui peut intéresser. Donc voilà, juste pour vous donner un petit peu goût à la chose. Le lobe frontal, c'est ce qui concerne surtout les patients, c'est les patients qui s'appellent frontaux. Ceux qui ont des syndromes frontaux, en fait, c'est des patients qui sont totalement désinhibés. En fait, le lobe frontal, il permet la vie en communauté, en gros. Si vous n'avez pas de lobe frontal ou que vous êtes lésé, vous allez être trop bizarre. Et les patients qui sont frontaux à l'hôpital, c'est des patients qui clairement veulent violer les infirmières. Alors, ils sont là et ils disent ouais, j'ai envie de vous baiser. Voilà, ça, c'est les patients qui sont frontaux. Il y a plein d'autres trucs comme ça, mais voilà. Lobe pariétal, c'est ce qui permet un peu de reconnaître les. C'est ce qui traite un peu de l'espace et qui vous permet de vous localiser, de reconnaître un peu où est-ce qu'elle est cette chose, où est-ce qu'elle est celle-là. Oui, pardon. Juste en IE5, le poly il fait loi ou il y a d'autres trucs de. Le poly fait loi. Le IE5, c'est poly fait. Donc, on a des vertiges, c'est à cause de ce vague qu'on a bien. Entre autres, il joue un rôle. Après, il y a tout un peu lié en soi, mais voilà, il y a des parties qui sont plus spécialisées. Lobe occipital, du coup, c'est surtout la vision. On parle souvent de ça. Et lobe temporal, c'est tout ce qui concerne la mémoire. Okay, du coup, ça, et ces lobes sont séparés du coup par des sillons importants. On a le sillon central, qu'on appelle sillon de Rolando. C'est celui qui est ici. Il fait la séparation entre le frontal et le pariétal. Et on a il est écrit où? Sillon latéral.
c'est Sylvius qu'on l'appelle, et lui, il sépare ici le lobe pariétal du lobe temporal. Ça, c'est les grandes parties à connaître. Et ensuite, au niveau du lobe pariétal, on a deux. En fait, sur le cerveau, vous avez les gros sillons. Vous avez aussi des reliefs. Vous voyez bien que c'est tout bosselé. Et ça, c'est des seconds sillons, des sous-sillons, en fait, qui forment des gyrus. C'est encore des reliefs particuliers. C'est très compliqué. Et là, c'est vraiment genre super, super simplifié. Dans le poly, c'est comme ça. Mais en vrai, il y a tellement plein de trucs. Du coup, on a deux gyrus qui sont délimités. On a le gyrus précentral, donc avant le centre, qui lui, du coup, il y a toutes les fibres qui vont passer ici. C'est des fibres qui vont servir pour la motricité, pour vos mouvements. Et juste derrière, on a le gyrus du coup, qui est post-central, juste après le centre. Et lui, c'est les voies de la sensibilité. Donc tout ce qui concerne le toucher, les sensations. Et ça, petit truc que j'aime bien, je trouve ça intéressant. Donc ça, pareil, c'est pas au programme, mais je trouve ça très intéressant. Vous avez aussi deux aires importantes qu'on appelle l'aire de Broca, qui est en avant, donc à peu près vers là, et l'aire de Wernicke, qui est en arrière au niveau du début du scientifique. Et en gros, ces deux aires, quand elles sont lésées, donc quand elles sont lésées à gauche, en gros, dans la population, on est beaucoup plus droitier, et on a toujours un hémisphère qui est dominant, qui se charge plus des informations. Chez les droitiers, du coup, l'hémisphère dominant, c'est le gauche, à 90%. Donc quand vous avez des liaisons à gauche, vous pouvez léser ces deux parties-là, et ça vous donne ce qu'on appelle des aphasies, des problèmes de communication. Je vais pas mettre les vidéos, ça va prendre du temps. Il y a deux vidéos qui sont super intéressantes, enfin, super sympas, je trouve. Quand vous avez une aphasie de Broca, vous avez des patients en fait, qui vous comprennent, mais qui n'arrivent pas à parler. Si vous leur dites, ah, c'est quoi ça, un stylo, il va vous dire, je sais, c'est le truc pour. Voilà, il n'arrive pas à parler. Mais ils vous comprennent. Alors que dans l'aphasie de Wernicke, vous avez des patients qui vous disent n'importe quoi. Alors, vous êtes né quand? Et il fait, ah oui, non, mais au champ, en même temps, les tomates, c'est pas cher. Et alors, c'est super bizarre et c'est super drôle. Enfin, drôle, non, c'est. Ouais. C'est quoi qui change de qu'on est gaucher ou droitier? De quoi? C'est quoi qui change de qu'on est gaucher ou droitier? La majorité. En fait, c'est une variation anatomique qui fait que. Le côté gaucher, le cerveau est du point. Écoute, je n'ai pas fait de recherche vraiment, mais ouais, c'est montré comme ça. Il y a des facteurs génétiques qui font que quand tu es droitier, en fait, ça montre que c'est ton cerveau gauche qui se charge plus de l'information parce que les voies du cerveau vers la fin, elles sont croisées. C'est-à-dire que ton cerveau droit s'occupe majoritairement de la partie gauche de ton corps. Le cerveau gauche s'occupe de la partie droite de ton corps. Du coup, quand tu es droitier, c'est sûrement que ton cerveau gauche travaille plus et donc il est dominant. Voilà. Et ces deux aires, elles sont dans le hémisphère gauche. Ça, c'est un détail. Je vous invite vraiment à regarder ça, c'est rigolo. Morphologie interne. Alors, on a vu la partie externe, maintenant on voit la partie interne, s'il vous plaît. Partie interne. Donc, on va voir qu'elle est symétrique, vous voyez bien. Si on coupe ici, on a vraiment deux choses qui se font un peu face. C'est séparé par la fissure longitudinale en haut, cette grande fissure qu'on retrouve ici. Du coup, on a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. On est sur une vue de face. Hémisphère droit, hémisphère gauche, donc ça c'est le télencéphale. Sur le télencéphale, les deux hémisphères qui sont unis par le diencéphale, c'est vraiment que ça. Okay, donc il fait la liaison entre les deux. Et des commissures interhémisphériques qui sont plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais la plus importante à retenir, c'est celle-là. Cette commissure interhémisphérique s'appelle le corps calleux. Okay, c'est une grande structure qui est assez courbée, qui prend beaucoup de place dans le cerveau. C'est le corps calleux. Il y en a d'autres de commissures. Et donc sur ce télencéphale, on retrouve deux choses. Enfin, non, plusieurs choses, mais là déjà. Le cortex cérébral, c'est vraiment le contour, en fait, où on retrouve de la substance grise. D'accord? Et le centre, tout ce qui est un peu plus clair, c'est un peu la médullaire, on appelle, on retrouve la substance blanche. Important. Dans le cerveau, au centre, c'est substance blanche. En périphérie, c'est substance grise. Dans la moelle spinale, ça sera exactement l'inverse. Le centre sera gris, la périphérie sera blanche. C'est ça? Oui. C'est la même substance qu'on retrouve dans la moelle épinière ou comment pas? Blanche et grise? Ouais. Ouais. C'est les mêmes, sauf qu'elles sont inversées de situation. Dans la moelle spinale, du coup, c'est la substance grise, elle est au centre, et la substance blanche, elle est en périphérie. Donc, on retrouve ça. Et ensuite, au niveau du télencéphale, on retrouve des noyaux gris centraux, donc noyaux gris de substance grise, en fait, qui viennent un petit peu, bon, là, on les voit pas, on le verra après, mais qui viennent un petit peu au milieu de toute cette substance blanche. Oui. Mais ça veut vraiment substance blanche, substance grise. Ouais, j'ai vraiment ça. Au QCM, ce sera substance blanche et grise. Ah ouais, substance blanche. D'accord. Alors, ça, voilà.
clairement, c'est un schéma d'une anatomie de votre poly. Les schémas sont durs à apprendre, je dis la vérité. C'est très dur à visualiser ça. On a des cours encore en T2, encore en D1. C'est vraiment pas simple. Mais ça se fait. Je vous inviterai quand vous aurez le cours à colorier, à faire des annotations, etc. et à le voir plusieurs fois. C'est beaucoup plus chiant que les autres. Je vous invite aussi à regarder sur Internet des schémas et tout, mais très souvent, même sur Internet, les schémas, c'est compliqué. Armez-vous de tous les outils nécessaires, mais voilà, il faut revoir et revoir. Donc, là, on a coupé le cerveau en frontal, comme ça, et on prend au milieu. Qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, d'abord, on parle du télencéphale, donc vraiment les deux hémisphères. Le cortex gris, donc la périphérie, si on l'a, vous savez, il y a plein de circonvolutions, enfin, il y a plein de postures et tout. Si on aplatit le tout, on a 2 mètres carrés de cerveau. Okay. Donc, si on aplatit tout le cerveau à plat, ça fait 2 mètres carrés de substance grise. On retrouve des noyaux gris centraux. Les noyaux gris centraux, on n'en parle pas dans le cours, mais ils ont des fonctionnalités diverses, donc plusieurs voies différentes. Bref, notamment le corps strié qui sert avec beaucoup de. Enfin, il est en lien avec la dopamine et ça vous fait tous les patients qui sont parkinsoniens, qui ont un problème à ce niveau-là, au corps strié. Du coup, les noyaux, c'est des petites boules au milieu. Donc, on a le noyau codé qui est ici et ici, du coup. C'est un noyau codé parce qu'en fait, il a une forme pareille, un peu allongée. D'accord. Voilà, il faut juste retenir qu'il est allongé. Embryologiquement, le cerveau il s'est formé de façon progressive. En fait, quand il s'est formé, il y a eu des torsions, des mouvements du fœtus, ce qui fait que le cerveau il a une forme un peu en croissant en fait. Il y a des structures qui suivent une espèce de formation en croissant. Et le corps strié, lui, il a été victime de cet enroulement télencéphalique, ça s'appelle. Et du coup, il a une forme bizarre. On ne le voit pas sur cette truc, vous pouvez le voir en profil, hein, mais il est bien allongé. Donc, noyau codé, noyau lenticulaire, c'est celui-là, qui est formé du coup de 2 petites parties, je n'ai pas précisé ici, je crois. Et voilà, il y a le pallidum ici et le putamen ici. Et on a notre noyau, c'est le claustrum, qui est tout fin, comme ça. Donc, à chaque fois, c'est en symétrique. La substance blanche, du coup, qui est au milieu, et qui forme trois parties, trois lieux en fait importants. Elle passe entre les noyaux. Vous voyez, en fait, c'est tout ce qui est là, tout ce qui est blanc partout là. Et en fait, elle passe ici, et elle passe ici. Ces 3 lieux sont importants, c'est ce qu'on appelle les capsules. On a la capsule, du coup, la plus proche du milieu, c'est la capsule interne, très importante, dans laquelle passent toutes les voies de conduction de la sensibilité et de la motricité. Donc, tous les nerfs qui partent de là et qui vont passer ici. On a un problème ici, tout ce faisceau nerveux est bloqué, et du coup, ça vous bloque toute une partie du corps. On a des liaisons ici, on est hémiplégique ou paraplégique, etc. C'est la capsule interne qui est importante. Capsule externe, moins importante, et capsule extrême. Okay. Et 2 ventricules latéraux. Donc, on a tous des reliefs, on a plein de matière et tout. On a 2 endroits où, en fait, il y a du vide. C'est les ventricules, on le verra après. Mais ce truc-là, en fait, c'est un espace, c'est une cavité. Et on a 2 ventricules. 1, 2, qui, pareil, ont cet enroulement télencéphalique. Du coup, ils ont une forme un peu bizarre, courbée, un peu allongée. Donc, 2 ventricules latéraux qui sont symétriques et qui communiquent avec le 3e ventricule, c'est ce qui fait suite, par le trou de Monro, on va voir juste après. Donc 2 ventricules, 3e ventricule. Ça, c'est le télencéphale, donc autour. Et vraiment ici, juste là, diencéphale, on retrouve les plus gros noyaux gris, c'est le thalamus. C'est le carrefour majeur de la sensibilité. C'est-à-dire quand vous avez un problème ici, vous ne sentez plus rien, en gros, je vais simplifier. Très problématique pour la sensibilité. On a l'hypothalamus, qui est juste en dessous. L'hypothalamus, du coup, lui, il régule un peu toutes vos fonctions, la soif, la faim, le sommeil, voilà, toutes ces fonctions-là. On ne sait pas trop été longtemps non plus. 3e ventricule, donc c'est celui-là, on l'a dit, qui fait suite aux 2 premiers. Et la glande pinéale, elle est juste là. Glande pinéale, du coup, elle sert au rythme circadien. Elle nous règle à 24 heures, en fait. C'est grâce à elle, du coup, qu'on dort telle heure, on se réveille à peu près à telle heure à chaque fois. Enfin, les 2 sont en relation, l'hypothalamus et la glande pinéale. Ok, bon. Il faut que vous reteniez vraiment à ce stade-là, c'est télencéphale, diencéphale, le thalamus, retenez-le bien. Et voilà, substance grise, substance blanche, et après, vous aurez le temps d'apprendre des noyaux différents. Okay. Et le thalamus, ça peut être, s'il est défectueux, est-ce que ça peut donner la sclérose en plaques? C'est un rapport ou pas? Sclérose en plaques, non. Sclérose en plaques, c'est une pathologie démyélinisante. Du coup, tu as tes neurones qui perdent leur myéline, et ça arrive surtout au niveau de la substance blanche, les petits amas punctiformes, en fait. Ah, ils perdent leur myéline? Oui, ils perdent leur myéline.
Mais alors, après, je ne suis vraiment pas un expert en neuro non plus, hein, mais je crois que ce n'est pas du tout lié au thalamus. Après, ça peut, si jamais ça touche, mais normalement non. Du coup, sur une autre vue, les ventricules, en fait, ça ressemble à ça. Ils sont super enroulés bizarrement comme ça. Et ça, c'est des cavités. Hein. Dedans, on peut mettre quelque chose, d'ailleurs. Dedans, circule le liquide cérébrospinal, le liquide céphalorachidien LCR. Donc, ils ont cette forme-là. Ils sont un petit peu au centre, vous voyez. Ventricule gauche, ventricule droit. Le troisième ventricule fait suite. Plexus choroïde, des petits pelotons en fait, de lymphatique en rouge là, qui vont sécréter le liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal, c'est un liquide qui transporte les nutriments, qui permet d'avoir une bonne homéostasie de pression, c'est-à-dire qui régule la pression de votre cerveau, pour pas qu'il y ait trop de pression. Bref, un peu plein de petites fonctions. Et voilà, sur une vue frontale, ça donne ça. Vous avez deux ventricules qui font suite du coup à un aqueduc ici et un troisième ventricule ici. Troisième ventricule, et ça sera la suite. Donc deux ventricules. Ils sont reliés au troisième ventricule par les trous de Monro. Hop, troisième ventricule, ça descend, et là on arrive au niveau du tronc cérébral. Ouais. Alors là, je passe très vite fait, c'est du hors concours, mais c'est intéressant de vous le dire un petit peu. Donc voilà, essayez de vous retenir ce que c'est intéressant, mais c'est pas très grave. Donc au niveau de votre cerveau, ce qui est vraiment important et ce qui est intéressant et ce que j'adore en neuro, je veux faire neuro, c'est pour ça que j'aime bien ce cours et tout, enfin, un neurochirurgien en fait en idéal. Du coup, ce qui est intéressant au niveau du cerveau, c'est qu'il est vascularisé par ce qu'on appelle le polygone de Willis. Je vais vous donner ce nom, comme ça vous serez super intelligent, vous ne pourrez pas intelligent. Le polygone de Willis, en fait, c'est vraiment ce qui fait la base de la vascularisation du cerveau. Ça part de ce que vous avez vu avec Daniel normalement, donc les carotides internes, qui passent comme ça. Hop, elles arrivent ici, les carotides internes. Et en fait, elles vont donner plusieurs artères, dont trois majeures. L'artère cérébrale antérieure, artère cérébrale moyenne, qu'on appelle l'artère cérébrale ciliaire, et l'artère cérébrale postérieure. Et c'est ces trois artères principales qui vont alimenter votre cerveau. Et c'est ces trois artères qui sont touchées quand vous avez des AVC. Du coup, pour parler des AVC, deuxième point que si vous retenez, vous ça sera intelligent, c'est l'homonculus de Penfield. En gros, c'est une représentation très glauque qui montre quelle partie du cerveau innerve quelle partie du corps. Et en fait, on voit que plus la partie est grosse, plus elle est innervée par beaucoup de nerfs. Et en gros, donc là, on est sur une face frontale, hein, on voit ici que la jambe et le pied, il est innervé en gros, approximativement, que par cette partie-là du cerveau. Alors que la main, elle est innervée par tout ça. Okay. En fait, plus les mouvements vont être précis, c'est-à-dire que vos mouvements de doigts, ils sont super, il y a plein de choses à faire, quoi. Alors qu'avec une jambe, c'est moins détaillé. Plus il faut de la précision, plus il y aura une grande partie du cerveau qui sera utilisée. Et du coup, ça ressemble à ça, en gros, mon plus de Penfield. Donc, c'est vraiment les mains qui ont le plus de matériel nerveux pour bouger. Et du coup, quand on superpose ça à la vascularisation, en fait, on peut trouver d'où vient la lésion et qu'est-ce qu'elle va faire. En gros, je vous explique. Là, je vous montre. On ne voit pas trop bien. C'est pas pareil, c'est un peu plus loin. Mais si on coupe votre cerveau comme ça ou comme ça, donc les trois artères que je vous ai dit, cérébrale antérieure, postérieure et moyenne, en gros, elles innervent ces parties-là. C'est-à-dire que là, l'artère cérébrale antérieure, elle innerve cette partie. La moyenne, elle innerve tout ça. C'est la plus importante. Et la postérieure, elle innerve tout ça. Sur une vue frontale, ça donne ça. L'antérieure, elle innerve là. La moyenne, tout ça. Et la postérieure, ça. Et du coup, si on superpose ça à ça, on a trois territoires. L'artère cérébrale antérieure, la moyenne et la postérieure. Du coup, si on a une lésion dans la moyenne, et bien potentiellement, on va avoir des problèmes à la main, aux yeux, à la bouche, à la langue. Alors que quand on a des lésions qui sont plutôt sur l'artère cérébrale antérieure, on aura surtout des lésions dites crurales, où on aura des problèmes aux genoux, à la jambe, aux pieds, aux orteils. Ok? Voilà, ça c'est une petite superposition, c'est intéressant de le voir, pour moi, ça va pas faire ça. Et quand on fait des AVC, du coup, c'est souvent dans ce territoire-là qu'on tombe. Et c'est ça que les patients, ils ont un problème majeur au niveau du visage, parce que toute cette partie-là, par la moyenne, ça gère le visage. C'est pour ça qu'ils sont un peu. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu des trucs sur l'AVC, mais les patients, ils ont la bouche qui tombe, la langue qui est défectueuse, les yeux un peu. Enfin, plein de choses. Hop, on revient du cours. Donc, le cerveau, il est protégé, et même le système nerveux central, il est protégé par ce qu'on appelle des méninges. Les méninges, c'est des espèces de couches qui viennent recouvrir votre cerveau. Donc, si on prend de l'extérieur, on a d'abord la peau, okay,
Ensuite, on a le périos. Le périos, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une partie de l'os. On a l'os. Ici, voilà, c'est le gros os là. Et ensuite, en dessous de l'os, on a le cerveau. Mais avant le cerveau, on a différentes couches. C'est ça, les ménages. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a plusieurs couches du coup. La dure mère, avec deux feuillets, un externe et un interne. C'est la couche la plus solide, celle qui vient vraiment protéger bien. On a ensuite l'arachnoïde, c'est ce truc un peu bizarre avec des filaments là. Okay. Et ensuite, qui épouse vraiment, qui vient coller vraiment le cerveau, on a la pimère. Donc on ne le voit pas très bien, mais c'est vraiment un petit truc là qui rentre dans les circonvolutions et tout. Donc c'est dure mère, arachnoïde, pimère. Ça c'est les ménages, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok, le liquide cérébrospinal dont j'ai parlé tout à l'heure, le liquide céphalorachidien, c'est exactement la même chose. Il est sécrété au niveau des plexus choroïdes. Donc je vous dis, c'est des espèces de petits pelotons lymphatiques qu'on retrouve un peu partout dans le cerveau, pour faire simple. Et il remplit du coup les cavités épendymères. Les cavités épendymères, c'est les ventricules. En gros, la cavité épendymère, c'est tout ce qui est creusé dans le système nerveux central. Donc c'est les ventricules, le troisième ventricule, et tout ce qui fait suite, la moelle cérébrale, la moelle spinale. Okay, c'est ça la cavité épendymère, ou l'épendyme, c'est la même chose. Du coup, ce liquide céphalorachidien, il circule là-dedans. Et on le retrouve aussi dans l'espace sous-arachnoïdien ou subarachnoïdien. Donc en fait, ici, tout là, autour du cerveau, on a aussi du liquide qui bouge, et c'est grâce à lui qu'il y a un certain maintien du cerveau également. Sinon, il serait beaucoup trop collé aux espaces et ça pourrait faire des chocs. Quand vous tapez quand vous tapez la tête, du coup, c'est ce liquide qui amortit en fait le contact entre le cerveau et arachnoïde, dure mère, etc. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour le cerveau. Est-ce que j'ai des questions, d'autres questions un peu plus détaillées? Suite, tronc cérébral. Donc c'est ce qui fait directement suite. Hein. Vous avez vraiment le cerveau qui est là. En fait, juste après, c'est le tronc cérébral. Donc on le décompose en trois parties. Le mésencéphale, le pont ou protubérance, et la moelle allongée qu'on appelle aussi bulbe rachidien. C'est vraiment ces trois espaces-là. Alors là, clairement, j'aurais aimé vous faire un truc bien intéressant de les retenir, mais c'est pas possible. Là, c'est de la description de schéma en fait. Il faut connaître tout ce qu'il y a sur le mésencéphale. Sur le pont, du coup, je vais vous en parler, mais ça sert à rien. Je vais essayer de retenir, mais voilà. Je ne peux pas vous apporter vraiment plus de choses intéressantes. Donc, on le décompose. Donc, ça, c'est une vue de face. Ok. C'est pas une vue derrière, c'est vraiment une vue de face. Trois parties, mésencéphale, pont et bulbe rachidien ou moelle allongée. On parle d'abord du mésencéphale. Qu'est-ce qu'on retrouve? À peu près tout ça. On a les pédoncules cérébraux, cette partie-là. C'est ce qui se lie au cerveau. Okay. Pédoncules cérébraux. On a la tige pituitaire, c'est celle-là. C'est une tige en fait qui va vers le haut. Et souvenez-vous, tout à l'heure on avait vu le cerveau de face. Le truc qui avait tout en bas, c'était l'hypothalamus. Et l'hypothalamus, il est lié au mésencéphale par cette tige pituitaire. On a les corps mammillaires, ces deux petites boules là, qui font partie aussi du diencéphale, parce qu'en fait elle est juste en dessous du diencéphale. Tout ça, ça répond vraiment au-dessus. On a cette partie-là, le tractus optique, avec ici le chiasma optique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, j'en ai peut-être parlé avant. Chiasma optique, c'est là où passe le nerf optique, et en fait, c'est vraiment un croisement. Il y a vraiment des fibres là qui se croisent ici, et c'est ce qui fait que du coup, vos yeux, votre œil droit, il est géré à la fois par la partie droite de votre cerveau et la partie gauche. En fait, il y a des fibres qui vont tout droit, et des fibres qui croisent à ce chiasma et qui vont dans le cerveau contralatéral. Du coup, chaque œil est innervé par les deux parties du cerveau. C'est super compliqué d'ailleurs. Donc, tractus optique avec chiasma optique. On a les colliculis et corps geniculés. Donc, ça, sur une vue de profil, il y a pratiquement les mêmes trucs, sauf au niveau du mésencéphale où il y a ces deux trucs en plus, en fait. C'est ça, les corps geniculés et colliculi. C'est des reliefs, hein. Rien d'important, rien de fonctionnel. Ils sont là. On a le sillon ponto-mésencéphalique. Pourquoi? Mésencéphale, pont. Donc, sillon ponto-mésencéphalique, et les nerfs. Donc, en fait, le plus important au niveau de ce schéma, c'est de reconnaître les nerfs où sont-ils. Tous les nerfs crâniens, donc les paires crâniennes, on les appelle, on les retrouve tous ici. Toutes les paires crâniennes démarrent à partir du pont cérébral. Donc, si vous avez un problème au pont cérébral, vous aurez un problème dans tout
tous vos territoires des nerfs qu'on va voir juste après. Enfin, d'ailleurs, on va tout voir maintenant. Alors, je vais dire, on a les nerfs 2, 3 et 4. Du coup, ils sont là. Hop, hop, et hop ici. Donc, on va faire un point sur les nerfs crâniens maintenant. Donc, je vais un peu plus loin. Voilà. Je prends un peu d'avance. Le système nerveux central, c'est tout ça. Okay. Et périphérique, en fait, c'est tout ce qui part de ça. Une fois qu'on a fait ça, toutes les choses qui vont partir, les nerfs, en fait, c'est le système nerveux périphérique. Il est décomposé en nerfs crâniens et en nerfs spinales. Les nerfs crâniens, c'est ce qui part du SNC à proprement parler, et les nerfs spinaux, c'est ce qui vont partir de la moelle spinale. Donc, les nerfs crâniens, c'est le truc à connaître qui est vraiment important pour toute la suite de la médecine en neuro. Il y en a 12. C'est les paires crâniennes. À chaque fois, on a deux nerfs. Le nerf 1 a deux parties. À chaque fois. Ce sont les nerfs qui se détachent de l'encéphale. On en a 12. Ils sont à connaître. Il y a une phrase un peu compliquée qui est à connaître. Oroscarde occitan, travaille tes triceps, tes abdos, tes fesses, OBC, église vaguement, ton accessoire et hip. Il y en a plein d'autres. D'accord. Et en gros, toutes les initiales, ça fait le nom des nerfs. On va les détailler vite fait. Donc, il faut savoir que tous ces nerfs partent du pont. C'est pour ça que je vous en parle un petit peu avant. Et donc ça, en fait, j'ai fait plusieurs stages en neurologie. En fait, il faut les connaître parce qu'on fait des examens cliniques. Et quand on fait un examen clinique en neuro, ce qui est très compliqué et très long, il faut connaître toutes ces paires et les tester. J'ai demandé à mon patient, je suis arrivé et j'ai dit, bon, c'est parti, on fait les nerfs. Donc, nerf 1, olfactif. Il est là, il va dans le nez. Qu'est-ce qu'on fait avec ce nerf? Madame, monsieur, est-ce que vous sentez les aliments? Est-ce que vous sentez quand ça pue, quand ça sent bon, etc. Oui, non, on sait s'il est lésé ou pas. Premier nerf crânien, le nerf olfactif. Deuxième nerf, optique. On l'avait peut-être un petit peu vu. On a l'œil. Derrière, il y a le nerf optique qui relie du coup à la suite du système nerveux. Ce nerf optique, tout simplement, c'est la vision. Il faut qu'on le teste. On va devant le patient. Il y a plein de choses à faire. On prend les doigts. On dit est-ce que vous voyez bien mes doigts? Hop, lequel bouge? Lequel bouge? On fait comme ça. On fait suivre le regard pour voir s'il y a un strabisme, pour voir s'il y a un nystagmus. Nystagmus, c'est des tremblements de l'œil. Bref, ça c'est super long à faire et c'est très dur à comprendre et à interpréter. Parce que selon la liaison, selon s'il tourne à droite, à gauche, s'il tremble ou quoi, comme les yeux, je vous ai dit, sont énervés par les deux parties du cerveau, c'est très dur de faire la part des choses et de savoir si la lésion est à droite ou à gauche. Ça, c'est le nerf optique, nerf numéro 2. Nerf de la vision, on n'a pas que l'optique, on a aussi 3 nerfs différents. Oculomoteur, c'est le 3. Trochléaire, c'est le 4. Et abducens, c'est le 6. Votre œil va dans différentes directions. Et bien, voilà, dans toutes les directions, quel nerf fonctionne. Donc, pour regarder latéralement, c'est votre nerf 6 abducens. Pour regarder, en fait, souvent ça, quand on dit aux patients, est-ce que vous arrivez à monter l'escalier ou est-ce que vous arrivez à lire, c'est le nerf trochléaire, c'est ce qui regarde en fait à l'intérieur, comme ça. Il fait aussi le oblique en haut, ici, et le reste, pour loucher et pour regarder un peu à droite, là, et le nerf oculomoteur, le 3. Ça, c'est les nerfs de la vision, donc 3, 4 et 6. On a le nerf trijumeau, c'est le nerf 5. Il part ici et il donne 3 faisceaux. Le faisceau V1 qui gère pour cette zone, du coup, sourcils et le front et tout. On a le V2, tout ce qui est maxillaire, et un peu le nez. Et on a le V3, tout ce qui est mandibulaire, donc la mâchoire. Okay. J'ai oublié de dire, mais chaque nerf, il est soit sensitif, donc juste les sensations, soit il est que moteur, donc juste le mouvement, soit il est mixte, il fait un peu de sensation, un peu de motricité. Par exemple, lui, clairement, il est mixte. Okay, c'est un nerf super important. Du coup, il fait à la fois bouger le visage, à la fois ressentir des choses. Pour le tester, tout simplement, on va devant le patient, on prend nos doigts, et en fait, on touche comme ça, en symétrique, et on dit, est-ce que vous sentez pareil des deux côtés? Et si oui, sinon, on sait si c'est les ou pas. Le nerf facial, lui, pareil, il est mixte, du coup. Donc, il est assez compliqué. Enfin, là, il fait plein de trucs et tout. Et il est très important dans les AVC. En gros, on a des paralysies qui sont soit périphériques du visage, donc qui gèrent le visage facial, soit paralysie périphérique, soit paralysie centrale. Donc, ça, c'est un détail, mais en gros, quand il est lésé, soit le patient il a une paralysie de tout le côté du visage, et c'est une paralysie qui est sûrement périphérique, soit il a une paralysie juste de la partie inférieure du visage, et ça, c'est une cause centrale. Et quand on a ça, quand un patient il est paralysé que d'un côté inférieur, il fait un AVC, et du coup, c'est une urgence très importante. Donc, si un jour vous avez quelqu'un qui a la bouche qui tombe, comme j'ai dit, voilà, le nez qui est un peu, le visage qui est vraiment décourbé en fait, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il fait un AVC, il faut appeler quelqu'un. Voilà. Vous pourrez peut-être sauver des vies avec ça.
Nerf vestibulo-cochléaire, c'est le nerf de l'oreille. Hop, il est là. Vous avez l'oreille externe, intermédiaire, interne. Il est là, et tout simplement, lui, il permet l'audition et il a un rôle important dans l'équilibre. Parce que grâce à l'oreille, je ne sais pas si vous savez, mais il y a le vestibule. En fait, il y a un liquide dans votre vestibule et c'est grâce à l'oreille que vous pouvez être en équilibre. Si vous perdez ce nerf-là, vous allez avoir des vertiges, avoir des nausées, etc. Le nerf glossopharyngien, pas très important, il fait un peu la langue et surtout le pharynx, on s'en fout un peu. Franchement, il n'est pas testé ce nerf. J'entends rien sur lui, quoi. Le nerf 10, c'est le nerf vague ou pneumogastrique, vous avez dû le voir avec Daniel, celui-là. Il est énorme, il est super compliqué, il fait plein de choses, il est mixte. Bref, voilà, il est comme ça, donc vous voyez qu'il est énorme. Le nerf 11, c'est le nerf accessoire qui nerve deux parties du cou, le muscle sternocléido-mastoïdien et les muscles de l'épaule. Donc, tout simplement pour tester, on dit aux patients relever les épaules comme ça. S'ils n'arrivent pas, c'est lésé. Et enfin, le nerf 12, le nerf hypoglosse qui nerve la langue. Et du coup, ce nerf-là, c'est juste tirer la langue. Enfin, on demande voilà, juste tirer la langue pour voir s'il est lésé ou pas. Donc, c'était les nerfs crâniens. Il y en a 12 et il faudra les connaître. Franchement, au début, c'est chiant, mais après, c'est vraiment, vraiment facile. Ça devient vraiment instinctif. Du coup, si on revient sur ça, au niveau du mésencéphale, le début des nerfs, ça c'est le début des nerfs 2, donc optique, 3 oculomoteurs et 4 trochléaires, sont les nerfs de la vision. Il faudra savoir d'où il part, sachant que la petite particularité, c'est le 4. On vous dit précisément qu'en fait, lui, il est particulier parce qu'il part vraiment de là. En fait, tous qui partent un peu de la face, il part d'ici, vous voyez. Il y a vraiment lui qui part de l'arrière. Il rebique comme ça. Donc, c'est la particularité de celui-là. Pas fou. On passe au pont. Donc, la partie un peu au milieu. Le pont, attention, il est concave en arrière. Donc, il est creusé en arrière, du coup. On retrouve les sillons pontomésencéphaliques et sillons bulbo-pontique, donc qui fait face au bulbe. On a la gouttière de l'artère basilaire. C'est l'artère, vous avez le polygone de Willis que je vous ai montré tout à l'heure, les artères. En gros, la première artère qui montait vers le cerveau, c'est la basilaire, et elle passe comme ça. Hop, juste ici, du coup, elle fait un espèce de sillon ici, elle marque un peu le fond. Et du coup, ici, il n'y a un seul début de nerf, c'est le nerf trijumeau, qui est énorme. Voilà, il est là. Donc, c'est le nerf 5. Et enfin, la moelle allongée, qu'on appelle aussi bulbe rachidien. Donc là, on a tous les autres nerfs, ça sera un peu chaud à apprendre, tous ces trucs-là. Là. Il faut savoir que du coup, sur le sillon bulbo-pontique, ici, hop, on a ceux-là qui partent. Donc, du coup, c'est le 7, 6, 7, 8. On a le sillon des nerfs mixtes, qui est juste là, avec tous les nerfs qui sont mixtes. Donc, il y a le 9, 10, 11. Et ensuite, on a le sillon préolivère, qui est ici. Et là, c'est le nerf 12, hypoglosse. Pourquoi sillon préolivère? Parce que ces deux reliefs-là, c'est ce qu'on appelle les olives, les deux haricots là. Du coup, là, c'est le sillon avant les olives, donc préolivère. Et là, ces deux reliefs devant, c'est les pyramides. Et ici, on a un relief, c'est la décussation des pyramides. C'est à cet endroit-là précis que les voies de la sensibilité et motricité vont se croiser. En gros, les voies partent du cerveau, donc c'est des nerfs, hein, des neurones. Ça descend, hop, et il y a un endroit où d'un coup, hop, ça croise. C'est ici. Et ce qui fait que du coup, votre partie droite du cerveau innerve, ça gère la partie gauche de votre corps. Parce que ici, ça croise. Voilà. À chaque fois, je mets la touche de profil. Franchement, c'est pratiquement les mêmes trucs, mais il faut un peu bouger dans l'espace. Petit parenthèse sur le 4e ventricule, du coup. Donc, on est ici, il y a le cerveau, ventricules latéraux, 3e ventricule. On descend par l'aqueduc de Sylvius. Hop, et on arrive ici au 4e ventricule. C'est encore donc c'est un espace creusé, encore une fois. Hein. Et c'est un peu évasé, c'est un peu plus large, un peu comme le 3e ventricule. C'est le 4e ventricule. Il se trouve en fait juste derrière le pont. Ça, c'est une vue de derrière. Le pont, on a dit qu'il était concave en arrière, justement parce qu'il y a le 4e ventricule. Okay, donc c'est un peu élargi. Donc le liquide cérébrospinal, il part d'en haut et il tombe jusqu'ici aussi. Donc ce 4e ventricule, il est particulier. En gros, sur une vue de profil, il est comme ça. On a un plancher qui est collé au pont et on a un toit qui va toucher le cervelet qui est derrière. Du coup, à ce niveau-là, on dit qu'il est encadré par les pédoncules cérébelleux et pas les cérébraux qu'on retrouvait sur les encéphales. Ils sont là. Pédoncule cérébelleux, ça encadre le 4e ventricule. Et en fait, pourquoi cérébelleux? Parce qu'il y a le cervelet qui est juste derrière. Il communique avec le 3e ventricule par l'aqueduc de Sylvius, donc c'est ça. Et le trou de Magendie,
sur la membrane tectoria, donc en gros, ici, au niveau postérieur, on a un petit trou, c'est le trou de Magendie. Et bien en fait, le liquide cérébrospinal, il peut passer dans ce trou-là. Donc, pont et derrière, cervelet. Du coup, on passe au cervelet. Donc le cervelet, qu'est-ce que c'est? Il est là. Okay. Donc il est postérieur. Vous avez votre cerveau, votre pont qui est juste devant, le cervelet qui est derrière. Il a la taille d'une pomme. En arrière du coup du quatrième ventricule. Ces deux hémisphères qui sont symétriques comme le cerveau, avec une partie médiane. Donc ici, là, c'est le vermis, ça s'appelle. Pareil, ça c'est spécialisé dans un truc, ça c'est spécialisé dans un autre. Il est relié au pont cérébral par le pédoncule cérébelleux, du coup, on l'a dit. Et pareil, il a un cortex comme le cerveau. Sa périphérie, c'est la substance grise, et son centre, c'est la substance blanche, comme le cerveau. Et au milieu de la substance blanche, il y a des noyaux gris, exactement comme le télencéphale, qui sont à connaître, mais qu'on ne détaille pas du tout. Je ne sais pas du tout quoi ça, d'ailleurs. On a le noyau denté, noyau emboliforme, noyau machin. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à retenir sur le cervelet, juste que voilà, il faut savoir où il est. Du coup, c'est derrière le pont. Il sert à la. Alors, petit détail, du coup, on en parle, mais ce n'est pas dans le cours. Qu'est-ce que fait le cervelet? Pareil, en neuro, c'est super important à comprendre. En gros, il est responsable de tout ça. Quand vous avez un problème au cervelet, vous êtes dysarthrique, vous n'arrivez pas à articuler, on ne vous comprend pas. C'est très chiant. S'il est lésé, on a une hypotonie. Ça veut dire qu'on est un peu tout mou, on est un peu tout flat. Ouais, on a un trouble de l'exécution du mouvement. En fait, on n'arrive pas à faire le cervelet, c'est un peu tout ce qui est coordination, mouvement fin, mouvement précis. Vous dites au patient de faire ça, il n'y arrive pas, il sera comme ça. Voilà. Ou alors vous dites de faire comme ça, il fera ça. Comme ça m'arrive. Ouais. C'est les dyslexies qui sont à voir avec la dysarthrie. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais les articles, c'est très très puissant. Donc, je pense pas quand même. Mais c'est possible. En vrai, c'est possible. Mais je sais pas. Je pense que c'est quand même dyslexique, c'est plus. Ouais, je sais pas. Faut regarder. Mais les articles, c'est vraiment. Ouais, on comprend pas ce que tu dis. Enfin, ils sont là, ils sont un enfer. Ataxie, c'est les troubles de la marche. En gros, c'est pareil, problème d'équilibre un peu. Ils marchent bizarrement, ils ont des petits problèmes, ils ont des petits mouvements un peu chelous. Et nystagmus, c'est les tremblements de l'œil, c'est un truc assez particulier. Bref, ça, c'est genre hors concours. Quelle heure? Ça va sur le pont cérébral. Bon, je sais que c'est super dur, hein. Je dois en perdre surtout beaucoup, mais bon, il faut faire un peu une approche, quoi. Donc ensuite, après le cerveau, on a la moelle spinale ou la moelle épinière. Donc ça, peut-être que vous voyez un peu ce que c'est. Du coup, c'est là. Vous avez votre colonne vertébrale avec vos corps vertébraux. Et juste derrière, il y a un truc qui passe, un cordon nerveux blanchâtre assez mou. C'est la moelle spinale, la moelle épinière. Ça fait 45 cm de long. Donc ça part vraiment de là et ça va jusqu'en bas, hein, du dos. Et ça fait 1 cm de diamètre. Donc c'est très petit. Ça fait suite à la moelle allongée. Souvenez-vous, on avait le pont, les encéphales, pont, moelle allongée, moelle spinale. Et ça sort au niveau du foramen magnum, au niveau de votre crâne. En fait, tout le cerveau est compris dans le crâne. Vous avez le pont. Et à ce niveau-là, le foramen magnum, c'est le trou. C'est là où vous avez la liaison entre moelle allongée et moelle spinale. Donc, la moelle spinale, elle démarre ici. Foramen magnum. Foramen, c'est un trou. Comme le foramen obturé dans l'os pelvien. Du coup, elle est située dans le canal vertébral, qui est derrière les corps vertébraux. Et elle va de C1, donc C1, c'est la première vertèbre cervicale, jusqu'à L2, la deuxième vertèbre lombaire. Je ne sais pas si vous avez fait la colonne vertébrale avec Daniel, oui. Voilà. Donc, vous savez que vous avez jusqu'à les vertèbres sacrales et tout. Du coup, là, ça reste vraiment à L2. Votre moelle spinale ne descend pas en dessous de L2, ce qui est très important pour la fonction lombaire pendant juste après. Pareil que pour le cerveau, elle est protégée par les méninges. Donc, vous avez pareil, la dure mère, arachnoïde, pimère. Et dans le fourreau dural, en fait, c'est une méninge, c'est la fourreau dural égale dure mère. C'est la partie la plus solide, là, la plus périphérique. Elle se termine du coup en L2 par le cône médulaire. La terminaison s'appelle le cône médulaire. Et après, elle continue en un cordon grêle, le filum terminal. Donc là, on voit mal, désolé. Mais en gros, au niveau de L2, elle se termine. La fin s'appelle le cône médulaire. Et après, elle devient inutile, là. Ça devient vraiment un petit filament où il n'y a plus rien, finalement. Et ça, c'est le filum terminal. D'accord. Ah, mais c'est moi? Oui. Qu'est-ce que c'est mon frère. Ok.
coup, fonction lombaire, qu'est-ce qui se passe? Donc, les fonctions lombaires, c'est important de savoir, c'est vraiment important, c'est assez. Pas faire d'erreur. Du coup, en fait, la fonction lombaire, c'est qu'on va prélever votre liquide cérébrospinal hors programme. On le fait quand vous avez des infections méningiques, donc des infections des méninges, vous avez des problèmes au cerveau, enfin, bref, on dit qu'est-ce que vous avez, hop, examen, on va faire une fonction lombaire. Et du coup, la fonction lombaire, où est-ce qu'on va piquer? On va piquer après L2. C'est très important, très important, très important. En fait, on ne pique pas dans la moelle spinale, on va piquer dans le filum terminal. Dans le filum terminal, il n'y a plus la moelle, donc il n'y a plus les nerfs et tout. Par contre, il y a le liquide cérébrospinal. Okay. Donc c'est ici qu'on pique. Parce que si on pique dans la moelle spinale, forcément, on pique dans les nerfs et on aura un patient tétraplégique. Donc il faut pas faire ça. Ça arrive. On est vachement rodé pour ne pas se tomber, on a des TP importants et tout. Mais oui, si quelqu'un il s'en fout, il va piquer en haut et il va. Bref. Du coup, voilà, très important de savoir que la moelle s'arrête en L2 et quand on fait ça, on pique souvent en dessous, on pique entre L4 ou L5 ou L3 et L3 L4. On pique ici en fait entre les vertèbres. Voilà. Hop, moelle spinale du coup, elle fait toute cette longueur-là. Vous voyez ici, L2 ça se termine. Et vous avez le filum terminal. En fait, les nerfs ils partent vraiment de là. Ils continuent ici, mais ils partent de là. Ouais. Elle se décompose en 4 parties. Comme la colonne vertébrale, en fait, vous avez la moelle du cou cervicale, la moelle thoracique, la moelle lombaire, la moelle sacrale. Et vous avez des petits renflements, donc on ne les voit pas très bien ici, mais en gros, vous avez des parties qui sont un peu élargies. Ici, c'est le renflement cervical, et ici, le renflement lombaire. Et à ce niveau-là, au niveau des renflements, c'est ce qui donne vos plexus des membres. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, les nerfs qui sortent des renflements, ils vont tous se réunir pour former des plexus, des gros amas de nerfs. Et du coup, le renflement cervical va donner le plexus brachial. Donc, en gros, tous les nerfs sont destinés à votre bras et votre main. Et le renflement lombaire va donner le plexus lombal et sacral. Tout est destiné à votre jambe et les fesses. Moelle spinale, c'est un empilement de segments, 31 millomères et métamères. En gros, on décompose chaque étage, C1, C2, C3, en millomères, métamères. Un millomère, en fait, c'est un segment de la moelle spinale. Et du coup, d'un millomère partent 2 nerfs spinaux. Du coup, partent une paire de nerfs spinaux. Ouais. On a 31 myélomères. Dans le cours, c'est détaillé quel myélomère est de où à où. Je ne vous détaille pas là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le myélomère 1 n'est pas forcément en face de la C1, de la vertèbre cervicale 1. Okay, il y a vraiment une répartition bizarre et ça, malheureusement, il faut l'apprendre, c'est un peu compliqué. Et c'est très dur par la suite aussi, d'ailleurs. Donc, la moelle, à quoi ça ressemble si on la coupe horizontalement? Donc, on la regarde par-dessus. Là, c'est le ventre. Là, c'est le dos. Okay, donc, on a d'abord des sillons qui font les reliefs. Donc, en 20 ici, sur la moelle, tout le long de la moelle, on a la fissure médiane ventrale. À contemporain. Elle est tout le long de la moelle. Okay, c'est une grande fissure qui est assez prééminente. Ensuite, on a en avant toujours le sillon latéral ventral. Donc là, pareil, c'est des situations. Enfin, quand vous connaissez votre schéma, vous savez ce qui est ventral, ce qui est dorsal, donc c'est assez simple. Mais bon. Des petits reliefs, du coup, sillon latéral ventral. En symétrique, sillon latéral dorsal ici. Et un sillon particulier, c'est le sillon intermédiaire dorsal. En fait, vous avez le sillon dorsal, latéral, et ici, là, les sillons intermédiaires. Et du coup, le sillon médian dorsal. Voilà, bon, là, vous voyez mal, mais sur le schéma, c'est voilà, des petits trous. Donc ça, c'est pour les sillons. Et du coup, tous ces sillons délimitent les cordons blancs ventraux, latéraux et dorsaux. Donc, tous ces sillons, ça nous fait des reliefs qui ne sont pas trop détaillés ici, mais c'est les cordons. Donc, toute cette partie-là, là, qui est autour, du coup, c'est ce qu'on appelle les cordons. Vous avez les cordons latéraux, cordons ventraux, cordons dorsaux. Et là, attention, les cordons, on appelle les cordons blancs, parce qu'en fait, c'est la substance blanche. Okay, la substance blanche, du coup, qui est périphérique. Alors que la substance grise au milieu, là, en forme de papillon, du coup, ça, c'est la substance grise qui est centrale, contrairement au cerveau. Au cerveau, on avait substance grise en cortex, et substance blanche au centre. Donc voilà, entre cerveau et moelle spinale, on a une inversion des substances. Parce que c'est important pour les imageries en fait, en radio et tout, parce qu'on fait la différence comme ça. Configuration interne, il y a inversion par rapport au SNC, système nerveux central. Substance blanche, elle est périphérique. Substance grise, elle est centrale, en papillon. Au centre de la substance grise, on a le canal central, le canal de l'épendyme. Donc ici, ce petit trou, c'est la cavité, qui fait suite, du coup, à ce qu'on a dit. Ventricule, troisième ventricule, aqueduc du mésencéphale, quatrième ventricule, et on suit avec la moelle spinale. Et ce trou-là, c'est là où passe le liquide cérébrospinal.
c'est l'épendyle ou cavité épendulaire ou canal central. À tous ces noms-là. Et ensuite, très important, ce papillon-là, sa substance grise, on a 2 cornes antérieures et 2 cornes postérieures. Ce qu'on appelle les cornes ventrales. Dans les cornes ventrales passent les voies de la motricité et dans les cornes dorsales passent les voies de la sensibilité. Vous étiez tous en S ou pas du tout? Vous avez fait le réflexe notatique? Voilà, normalement, ça, vous voyez peut-être un peu ce que c'est. Du coup, là, voilà. Ici, ce qui est ventral, c'est ce qui fait la motricité, et ce qui est dorsal, c'est la sensibilité. Quand vous avez un réflexe notatique, vous avez un nerf, donc là, on a la main. Si vous touchez un truc, vous avez le nerf sensitif qui fait comme ça. Hop, hop, il passe dans la racine dorsale. Il va ici. Il fait une liaison, donc une synapse avec un motoneurone. Du coup, il va faire le moteur. Et ce motoneurone, il revient à votre main et il donne le mouvement. Ça, c'est le réflexe notatique. Et du coup, c'est 2 nerfs. Un sensitif qui passe par la racine dorsale, un moteur par la racine ventrale. Donc, corne ventrale, corne dorsale. Et du coup, qui fait homologue, on a les racines dorsales qui véhiculent, s'il vous plaît, qui véhiculent la sensibilité et les racines ventrales qui véhiculent la motricité. Ok, ce qui est vraiment important, c'est ça, le ventral dorsal, ventral motricité, dorsale sensibilité. Et au niveau de la racine dorsale, on retrouve aussi le ganglion rachidien. C'est dans cet endroit-là, en fait, qu'on aura le corps cellulaire du neurone sensitif. Donc le neurone sensitif qui part de n'importe où, là, quand il arrive ici, son noyau, en fait, il est là. Et c'est un neurone hanté, on l'appelle, parce que du coup, le corps cellulaire, il part comme ça. Voilà, ça c'est un petit détail. Ganglion spinal sur la racine dorsale. Ok, des questions pour... Peut-être on va finir, je pense. Alors, système nerveux, donc on a vu système nerveux central avec l'encéphale et la moelle spinale. On passe au système nerveux périphérique. Donc, on l'a dit, les nerfs crâniens qui partent du pont. Donc ça, c'est le système nerveux périphérique. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ensuite, on a les nerfs spinaux. Les nerfs spinaux, c'est plus compliqué quand même. Donc, la moelle spinale, elle est là. Et à chaque milomère, à chaque étage, à chaque segment, on a à chaque fois les 2 racines qui se joignent pour former un nerf spinal. Ok. Donc, au niveau de la moelle spinale, une racine dorsale sensitive, une racine ventrale motrice, qui forment la réunion des 2 forme un nerf spinal. C'est pareil des 2 côtés. Du coup, à chaque étage, on a une paire de nerfs spinales. Ces nerfs spinaux, ils sortent par le foramen intervertébraux, donc juste ici. Okay. Entre les vertèbres, on a un petit trou, et c'est de là que sortent les nerfs spinaux, les paires de nerfs spinaux. Et ils se divisent en rameaux ventraux et dorsaux. C'est-à-dire que quand le nerf il sort, donc, il est là, il sort, il va donner une partie qui sera ventrale, qui va énerver la partie ventrale de votre corps, et une partie qui est beaucoup moins importante, beaucoup plus fine, une partie dorsale qui va énerver ce qui est derrière. Mais comme la moelle est déjà derrière, en fait, il n'y a pas grand-chose à énerver en arrière. C'est pour ça que la partie, le rameau dorsal du nerf est plus fin que le rameau ventral, et moins important. Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la racine dorsale qui est sensitive, la racine ventrale qui est motrice, et quand le nerf est lié, quand le nerf est formé, après les deux fibres sont mélangées au final. Mais voilà, c'est vraiment là que ça se passe la distinction. Le ganglion spinal avec un neurone hanté au niveau de la racine dorsale, je l'ai dit, ce renflement là, c'est au niveau de la racine dorsale. Et j'ai répété la phrase là. C'est divisé en rameaux ventraux et dorsaux. Donc voilà, ça c'est le réflexe notatique que je vous ai dit tout à l'heure. Le nerf sensitif, le corps cellulaire, hop, synapse avec le motoneurone qui va énerver le muscle à faire bouger. Les fibres somatiques motrices. Donc qu'est-ce qui vous fait bouger? C'est du coup moteur. Donc c'est en avant, dans la corde ventrale. Ce sont des fibres, alors très important, on dit efférentes et centrifuges. Donc efférentes pourquoi? Parce qu'elles partent du centre et elles vont en extrémité, ok? Et centrifuges, ben justement, parce que du coup, elles vont. Enfin, centrifuge, centripète, vous savez ce que c'est la différence? Centrifuge, voilà, ça va partout, et centripète, ça se rejoint en un centre. Là, du coup, voilà, ça part d'ici, et ça va de partout sur plein de muscles. Donc, ce motoneurone, c'est une fibre somatique motrice, elle part d'ici. Elle naît au niveau des corps cellulaires qui sont dans la corne ventrale, du coup, de la substance grise, le papillon. Et chaque motoneurone, il va énerver plus de 200 fibres musculaires. C'est-à-dire qu'un motoneurone, il va émettre plein de filaments sur plusieurs muscles. Un motoneurone, toutes les fibres qui l'innervent, ça s'appelle une unité motrice.
Et la liaison entre le neurone et le muscle, c'est ce qu'on appelle la plaque motrice. Et pareil, c'est un peu comme une synapse, mais c'est une synapse neuromusculaire qui envoie de récepteurs, de neurotransmetteurs, et ça fait des récepteurs, même des trucs électriques, et voilà, ça s'active. Donc, tout ce qui est somatique, enfin, tout ce qui est moteur, c'est efférent, centrifuge, c'est nerf du muscle. Et c'est dans la corde ventrale. À l'inverse, du coup, c'est exactement le parallèle. Les fibres qui sont sensitives, bon, ça je vous l'ai mis, mais vous regardez en détail, vous regarderez ça. Du coup, c'est l'inverse pour sensitif, c'est afférent et c'est centripète. Donc, afférent, ça veut dire que ça vient vers nous. Centripète, parce que tout se réunit. Vous avez plusieurs récepteurs sur la main. Tous les nerfs partent de votre pulpe de doigt, par exemple. Il y en a plusieurs. Et elles vont tous se rejoindre ici au centre, en centripète, du coup, dans la corne dorsale de la moelle spinale. Le corps cellulaire, du coup, il est dans le ganglion spinal. Okay. L'influx démarre au niveau de récepteurs. Donc, vous avez plusieurs types de récepteurs. Vous avez les extérorécepteurs qui sont superficiels, c'est les récepteurs de la peau, en gros. Vous avez les propriorécepteurs qui sont profonds, c'est les récepteurs au niveau des organes, quoi. Du coup, quand vous avez un message au niveau de ces signaux-là, au niveau de ces récepteurs-là, un message nerveux, l'information va monter jusque dans le centre, ici en centripète, et après se lier avec d'autres trucs. Quand on a mal au ventre, ça va. Oui, et du coup, quand on a mal au ventre, c'est plutôt des propriorécepteurs. Hop. Et voilà, du coup, les nerfs spinaux, c'est tout ça. Donc, en fait, les nerfs spinaux, c'est vraiment tout le long de la moelle spinale. Vous en avez du coup 31 paires, parce que vous avez 31 myélomères. Et pareil, on les note par rapport aux vertèbres. Donc, il y a 12 nerfs, enfin, 12 paires de nerfs thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés. Et attention, on a une seule paire au niveau coccygien et on a 8 paires cervicales, alors qu'on a 7 vertèbres cervicales. C'est une petite variation. Juste, il y a un nerf en plus ici. Enfin, une paire de nerfs en plus au niveau cervical. Voilà. Du coup, ben voilà. Ça après, par la suite, il faudra apprendre d'où sortent un peu les nerfs pour savoir qu'est-ce que ça touche, où est-ce que ça va, etc. Mais ça, mémoire est encore. Ouais. Non, c'est juste savoir si c'était hors concours ou pas, ça. C'est pas le schéma. Ah, le schéma, oui, c'est une illustration, mais par contre, il faut connaître combien il y a cervical, combien il y a thoracique. Mais le schéma, oui, il est indicatif. Ça, c'est hors concours, par contre. Deux grands mécanismes physiopathologiques, donc deux grands mécanismes de pathologie au niveau du système nerveux périphérique. Soit on peut déminimiser, du coup, ça va réduire la conduction nerveuse. C'est-à-dire que si vous vous brûlez, il va falloir 4 ans avant que vous captez que vous ayez mal. Ou alors, vous avez une destruction axonale, où là, carrément, ben, si on enlève l'axone, on ne sent plus rien. Ça, c'est les deux grands mécanismes qu'on fait au niveau des nerfs spinaux. Et au niveau clinique, du coup, pour le niveau moteur, si on lèse les nerfs spinaux, on peut avoir des paralysies, okay, ou alors des atrophies musculaires. C'est-à-dire que si votre muscle n'est plus innervé, votre muscle va perdre en volume, il va devenir tout fin, ça s'appelle l'atrophie musculaire. Ou alors carrément, il ne va plus marcher, paralysie. Et au niveau sensitif, on peut avoir des douleurs sur le trajet du nerf. On peut avoir des paresthésies, des fourmillements, des petits picotis électriques. Ou alors, s'il vous plaît, je sais que c'est chiant, peut-être. Ou alors des aréflexies, c'est-à-dire qu'on peut avoir si on lèse un nerf spinal, on peut avoir un problème de réflexe, vous savez, les réflexes rotuliens, achilléens, tout ça. Là. Et bien, ça veut dire que en périphérique, si on enlève ça, les réflexes sont abolis. C'est-à-dire que votre réflexe ne marche plus. Alors qu'attention, ça c'est assez important à connaître, mais c'est hors concours. Si on a une liaison au niveau central, donc si on est liaison au niveau du cerveau, le nerf au niveau du cerveau, on aura une augmentation des réflexes. C'est un peu bizarre, mais ça veut dire que si on a une lésion dans le cerveau, si on tape le réflexe rotulien, en gros, votre jambe elle va sauter. Ça va être super rapide. Alors que si on a une liaison au niveau de l'extrémité, au niveau périphérique, si on tape votre réflexe rotulien, ben là, il y aura plus de réponse. C'est comme ça qu'on distingue une liaison qui est plutôt centrale ou périphérique. Ouais. Ce que je voulais savoir, c'est par exemple, les muscles, est-ce qu'ils ont une mémoire? Par exemple, le fait qu'on regarde la tête droite, est-ce que c'est le cerveau qui décide aussi nos muscles par. Tu as le cerveau et tu as tes muscles. Tu as l'entraînement de tes muscles par rapport à ce que tu as fait au niveau périphérique, donc ton sport ou quoi, comment toi tu gères ton muscle. Et tu as une partie au niveau du cerveau qui gère le tonus. Donc c'est plus le cervelet. C'est lui qui va dire à tes muscles de rester droit et rester solide. Et donc c'est un peu deux composants. C'est pas le muscle de lui-même. Non, non, mais c'est forcément le cerveau. Le cerveau fait tout, hein, franchement. Mais oui, voilà, tu as quand même tes deux composantes. Tu as un peu toi qui muscle ton muscle. Et tu as aussi le cerveau c'est surtout lui qui fait la majeure partie du travail. Hein, mais qui gère ton tonus, ça s'appelle le tonus axial. C'est ça qui te permet de te maintenir debout. Voilà, il nous reste deux petits trucs après, c'est bon, l'enfer est terminé.
les grandes voies de conduction. Donc, alors ça, sincèrement, voilà, c'est clairement le truc qui est compliqué à comprendre. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout. Vous avez deux voies. Tout à l'heure, on parle de sensibilité et de motricité. Vous avez deux voies. Bah, c'est deux voies, du coup, sensibilité et motricité. La sensibilité, c'est une voie qui est dite ascendante, c'est-à-dire que votre information part d'un point de votre corps et va monter au cerveau. Ça veut dire, OK, il faut que tu dises que tu as mal. Hop, j'envoie l'information, j'ai mal. Donc, c'est ascendant. Ça part d'ici, ça monte. C'est une voie qui a 3 neurones. Donc, vous avez un esthésioneurone qui part du récepteur, qui va jusque dans la moelle spinale, okay, qui va ensuite dans le pont, qui fait une synapse ici, avec un deuxième neurone, qui prend le relais. Et là, au niveau du thalamus, on a un troisième neurone. Donc, les voies de la sensibilité, c'est 3 neurones, 2 synapses. Je refais, esthésioneurone va dans le pont, il croise au niveau, pardon, dans le pont, dans la moelle spinale. Non, j'ai la bêtise, je confonds. Dans le bulbe rachidien, désolé. Il fait une synapse. Il y a un deuxième neurone qui va jusqu'au thalamus. Je dis le thalamus, c'est le carrefour de la sensibilité. Deuxième synapse, dernier neurone qui envoie le message dans le gyrus du cou. Rappelez-vous, le tout début, dans le gyrus post-central qui gère la sensibilité. Il envoie le message là et il dit, bon, bah, OK, là, t'as mal, donc enlève ta main. En gros, c'est ça. Du coup, la sensibilité, c'est deux voies différentes. On a une voie qu'on appelle thermoalgique, ce n'est pas le même parcours, et une voie lemniscale, ce n'est pas le même parcours non plus. La voie thermoalgique, on appelle aussi extralemniscale. Pourquoi voie thermoalgique? Cette voie-là, en fait, elle permet de ressentir le chaud, le froid et la douleur. Cette voie-là. La voie lemniscale, elle vous permet de ressentir le tact, donc quand vous touchez les choses, et la proprioception. Vous savez ce que c'est la proprioception? Ouais. Non. Vas-y. Se tenir debout, tout ça, dans l'espace. Ouais, ça peut ça. En gros, c'est si tu fermes les yeux et je fais ça, je sais où est mon pouce. Okay, c'est savoir où est-ce qu'on est, où est-ce que nos trucs se rejoignent. Ok, donc thermoalgique, lemniscale. Donc en fait, ce qui se passe, donc ça c'est assez compliqué. Je vous invite peut-être, quand vous essayez de faire ça, à voir des vidéos, des trucs comme ça. C'est peut-être plus parlant que sur des schémas, parce que franchement, je le vois à chaque fois, quand on fait des cours et tout, et c'est vraiment dur à retenir, je trouve. Donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la voie thermoalgique, en fait, vous avez votre esthésioneurone, il s'appelle, qui part d'un endroit. Il arrive ici, il va dans votre moelle spinale, et en fait, il va croiser dans la moelle spinale. C'est-à-dire que c'est au niveau de la moelle spinale, à la jonction entre les deux parties de substance grise, c'est à ce niveau-là qu'il croise et qu'il change de côté. Donc s'il était droit, il monte dans la moelle spinale, et là, d'un coup, il passe à gauche au niveau de la moelle spinale. Et après, il remonte, et il fait son trajet normal, il fait sa liaison au thalamus, et hop, il s'envoie là. Il croise à la moelle spinale. Retenez juste ça. Thermoalgique croise à la moelle spinale. Alors que la voie lemniscale, en fait, c'est un peu différent. Donc, ça part d'un récepteur, hop, ça va dans la corne dorsale, c'est sensitif, ça ne croise pas, ça monte jusque dans le bulbe rachidien, donc la moelle allongée, et là, ça croise au niveau de la décussation des pyramides. Enfin, à peu près à ce niveau-là. Et du coup, c'est dans la moelle, enfin, dans le bulbe rachidien que ça croise, ici. Hop. Et ça remonte. Donc, en fait, vous avez deux différences de croisement, de décussation. Et en fait, c'est ça qui fait la différence au niveau des lésions. C'est-à-dire que ici, si vous prenez la voie lemniscale, si vous faites une lésion ici, et bien suivez le parcours et vous verrez qu'en fait, ça va influer sur la partie opposée. Ok? Alors que ici, c'est presque pareil, mais selon où on se situe, c'est différent. Pour la voie thermoalgique, si on coupe ici, on aura un problème en contralatéral. Okay, alors que si on laisse ici, on aura un problème du même côté. Okay, en gros, c'est ça. C'est un peu compliqué, mais voilà, il faut savoir où est-ce que les deux décussent, où est-ce que les deux changent de côté droit ou gauche du corps, pour savoir après, quand on se pose devant le cas clinique, devant le patient, on est en mode, OK, bah, où est la lésion? Elle est là, ça a décussé ici, donc la lésion elle est contralatérale, homolatérale, bref. Vraiment, il faut juste retenir à votre niveau pour le cours d'anatomie, pour retenir voie lemniscale, ça décusse au bulbe rachidien, voie thermoalgique, ça décusse à la moelle spinale de chaque partie. OK? Mais de manière générale, c'est quand même des voies croisées. C'est-à-dire que la partie droite du cerveau gère le corps gauche et la partie gauche du cerveau gère le corps droit. Ça, c'est la sensibilité. Et pour la voie de la motricité, c'est le même principe. Du coup, ce sont des voies par contre qui sont descendantes, c'est-à-dire que c'est votre cerveau qui dit « bouge ton pied », le neurone, il descend, il va au pied et il fait mouvement.
C'est une voie, du coup, j'ai 3 neurones. C'est une voie pyramidale, on l'appelle comme ça. La voie pyramidale, c'est les mouvements que vous faites. Quand vous dites je veux bouger, c'est la voie pyramidale qui s'active. C'est un mouvement qui est dit volontaire. Il est monosynaptique. Pardon, vous trompez, il a deux neurones. Il fait une seule synapse. Donc le motoneurone, il part du gyrus qui était très central. On l'a vu au tout début, vous verrez. Il descend, hop, hop, il fait son chemin, il fait son chemin. Et là, pareil que la voie lemniscale, il va croiser au niveau du bulbe rachidien, au niveau de la décussation des pyramides. Et là, ça porte son nom, décussation des pyramides pour la voie pyramidale. Donc, ça dit que ça croise au niveau du bulbe rachidien. Et du coup, pareil, c'est une voie qui est croisée, c'est-à-dire que la partie droite de votre cerveau gère la partie gauche de votre corps, et vice-versa. Et du coup, pareil, selon si on a un problème moteur, on essaie de voir où est la lésion, et soit elle est après le bulbe, du coup, elle est du côté de la lésion, en fait, soit elle est avant le bulbe, du coup, ça n'a pas encore croisé, on se doute que du coup, c'est contralatéral. Bref, c'est un peu compliqué, mais il faut juste savoir où est-ce que ça croise. C'est vraiment ça que vous voulez savoir. Et ça, voie extrapyramidale, c'est ce qui fait aussi le tonus et le mouvement involontaire. Et c'est Parkinson. Clairement, c'est le seul truc que je ne fais que voir tout le temps. La voie extrapyramidale, on ne la connaît pas trop. Enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, je ne la connais pas trop. Et elle cause Parkinson. Quand vous avez une atteinte extrapyramidale, vous avez des patients qui sont parkinsoniens. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Des gens qui tremblent, qui sont tout rigides et qui ont des problèmes pour la marche, etc. Et ça arrive tous chez les personnes âgées. Voilà. Donc ça, extrapyramidal, mouvement involontaire et tonus. Et enfin, on finit le système nerveux autonome ou végétatif. Ce système s'occupe de toutes les fonctions de notre corps, de nos organes, de manière autonome, sans que l'on s'en rende compte. On respire et notre cœur bat de manière totalement inconsciente. Donc tout ça, c'est tout, en fait, c'est votre fonctionnement, en fait, votre fonctionnement basal, on l'appelle. Tout marche grâce à votre système nerveux autonome. Tout ce que vous ne faites pas vous-même, c'est ce système nerveux qui rentre en compte et qui fait le taf. Donc c'est des choses que vous ne sentez pas, mais ça se fait. On respire, forcément on respire, oui, voilà, mais vous ne sentez pas que vous respirez, c'est complètement spontané. Ça, c'est le système nerveux autonome ou végétatif. C'est vraiment une petite partie du cours, toute petite, donc il n'y a pas grand-chose à savoir. Juste, là, je vais donner un schéma, si vous regardez. En gros, vous avez d'un côté le système. Alors, oui, par contre, il y a deux systèmes. Vous avez parlé dans le système optique, je crois. Il y a le système, on dit parasympathique, et le système sympathique. Le système sympathique, il va faire tout ça. En gros, vous verrez. Hein. Le système parasympathique, il va faire tout ça. C'est une action sur tous les organes. Soit ça constricte, soit ça vasodilate, soit ça retient, soit ça lâche, etc. Du coup, le système sympathique, on l'active quand on est en situation de stress intense, quand on est en stress au niveau des examens, voilà, c'est pareil. Avec la drogue, ça s'active, et pendant le sexe, ça s'active. Et le système parasympathique, c'est le système de base tranquille, c'est quand vous avez un quoi. Là, normalement, vous êtes tous en système parasympathique. Oui. Un drogue, genre c'est les neurostimulants comme latéral ou quoi. Ouais, c'est cannabis, surtout drogue, ça fait ça. Surtout cannabis, surtout héroïne à fond. Bref, tous les psychostimulants et stuco. L'alcool aussi. L'alcool aussi, oui. J'ai pas dit, c'est vrai. L'alcool aussi. Et voilà. Voilà. Du coup, ce cours, bon, vous captez qu'il n'est pas simple. J'ai mis beaucoup de choses. Mais voilà, c'était vraiment juste pour vous dégrossir la chose et que vous l'ayez vu au moins une fois. Au moins, vous avez un petit peu les refs et maintenant, à vous de faire ce que vous voulez avec. Quoi. Vous avez des questions ou pas? Ça, c'était le plus dur. Ça, c'est le plus dur de l'anatomie. À apprendre, pas ça. À part chez moi, apprendre par cœur. Commencer à prendre le cours. Sauf que dans le premier cours, je repasse un peu chiant, genre par exemple, ça, savoir que l'anatomie radiologique. Ce que tu peux aussi, et je crois jusqu'à thoracique, on peut le dire. J'ai vu ce cours, je me suis dit, bon, celui-là. Après, en vrai,
c'est assez logique, tu vois, c'est pas trop. Ouais, il y a certains trucs qui sont logiques, mais il y en a d'autres qui sont Ouais, voilà, en fait, c'est dommage. Parce que du coup, j'ai quelques exemples en terminale, il y a des mots qui sont. Ouais, il y a des mots qui n'ont pas forcément. Ouais, je sais, ça c'est comme ouais, franchement, faut. Après, en général, dans le poli du E5, il y a tout qui tombe. Et le poli fait foi, mais il y a vraiment tout qui tombe. Et je pense que ça va juste par exemple, c'est que. Je sais plus, mais par exemple, des fois, il y a des schémas. Genre. Que Dan, il m'a passé les schémas. Un cours, Je vais les imprimer, voilà. Genre. Je crois que c'est dans la planche 10 ou 15. Ils disent des gens que. Ouais, c'est ça. En gros, ça. Ça tombe presque pas, mais ouais, tu connais quand même. Hein. Genre, faut au moins que. Tu parles de ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, genre, par exemple, ça. Il y a des boules, je sais pas pourquoi ils arrivent là, eux. Et... Ouais, c'est ça. Parce que du coup, j'ai appris, bah, du coup, j'ai tombé tout tranquille, mais ça, je sais pas si. Non, il y a tout qui peut tomber. Après, voilà, forcément, en tant que prof, toi, t'as aucun intérêt à faire tomber ça, c'est de la merde. Ouais. Du coup, forcément, non, normalement, mais. Ouais, comme le livre, tout peut tomber. Contrairement aux autres cours où il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, là, tout peut potentiellement tomber. Parce que le prof, il ouvre son bouillie en mode bon, vas-y, je prends ça, je prends ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, genre, ça, je l'apprends, mais voilà. Mais moins. Voilà. Okay. Après, là, tu es au début, tu verras, c'est facile. Ouais, c'est juste que c'est chiant, parce que du coup, bah, tu vas plus galérer à apprendre le mésencéphale et compagnie que ça. Ouais, bah, c'est vers la planche 100 que comme ça. Et voilà. Merci. Moi, j'avais une question par rapport au quand vous avez parlé du coup du fait que la lésion, si elle est proximale ou distale, ouais. La réaction elle est plus forte ou moins forte. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que si c'est lésé dans le sens où ça a été sectionné. Il y a plein de trucs, soit sectionné, soit ralenti, soit. Oui, parce que si c'est sectionné, il n'y a plus rien qui passe. Oui, mais après, tu n'as pas qu'un seul nerf qui fait l'action. Tu as plein de nerfs différents. D'accord. Donc, s'il y a un nerf qui est sectionné, soit proximal ou distal, les autres nerfs qui ont la même fonction, du coup, ils peuvent prendre le relais, du coup, réagir plus fort ou moins fort. Mais après, de manière générale, quand tu laisses un nerf important, oui, la fonction est abolie, tu vois. Okay. Mais tu vois, tu parles du fait quand j'ai dit quand le réflexe. Alors ça, j'ai pas l'explication, mais voilà, quand vraiment tu laisses en périphérique, en fait, c'est là. Je pense que c'est là, il n'y a plus de relais. Okay, tu vois, c'est là où c'est la fin du nerf. Du coup, il reste que lui ou deux, trois autres, tu vois. Okay. C'est ça que la fonction ne marche plus. Alors que voilà, quand tu es en proximal, je pense, j'avoue qu'on le voit pas dans les cours, mais je pense qu'il y a quand même plus de relais, plus de petites, ce qu'on appelle des collatérales qui se développent, tu vois, et qui peuvent prendre le relais. Donc je pense que c'est pour ça que quand tu es à ce niveau-là, du coup, le cerveau s'est dit, ah merde, il y a un souci, je vais vite capter, je vais vite faire un truc, et du coup, ça t'accélère ton truc à fond alors que ça ne devrait pas. Ok, d'accord. Merci. De rien. Ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on peut le premier semestre, est-ce que ce sera au concours du deuxième semestre? Non. Les deux, c'est séparé? Oui, c'est séparé. Du coup,